Face à l'insécurité grandissante dans la sous-région, les États se mobilisent contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et misent sur la gestion des stocks d'armes. Les stratégies à découvrir tout de suite dans ce journal. Et c'est lourdement armé que le commando djihadiste a attaqué hier la station balnéaire du Grand Bassam en Côte d'Ivoire, faisant 18 morts. Au lendemain de cet acte ignoble et au-delà du choc, le gouvernement ivoirien prend des mesures qui s'imposent. Et puis au Togo, la lutte contre la méningite marquera un nouveau pas le 17 mars avec une nouvelle campagne de vaccination gratuite. Une opération qui sera possible grâce à l'important lot de vaccins offerts ce jour par l'État égyptien. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Pour maintenir et préserver la sécurité dans la région du Sahel, le Centre des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique préconise une meilleure gestion des stocks d'armes. Les représentants de 6 pays de la sous-région sont à Lomé pour réfléchir justement sur les stratégies de cette gestion et de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Les précisions avec Gérard Lagoudou et Prudence Zinsou. La région ouest-africaine reste confrontée ces dernières années à des défis sécuritaires face à la menace terroriste et des conflits armés. La prolifération des armes légères et de petit calibre en provenance des pays du Sahel, due à la porosité des frontières, rend très vulnérables la plupart des États africains. Les meilleurs normes de gestion et de sécurité des stocks d'armes devient une préoccupation pour le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. 6 pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad, échangent sur le sujet à Lomé pour définir des stratégies communes pouvant les aider à freiner le trafic illicite des armes et à pouvoir vaincre la menace terroriste dans la sous-région. La situation aujourd'hui devient assez précaire. Il faut qu'on traite ces questions de contrôle des armes par les marquages des armes, par les États, par de bonne gestion des stocks des armes, par les États, par une grande sensibilisation de la population par rapport à tous les enjeux autour des circulations illicites et des trafics des armes. Le Togo abrite le siège de l'UNREC depuis quelques années et fait de la paix et de la stabilité ses grands défis, d'où son adhésion à ce projet Wilton Park pour une meilleure sécurité des populations, gage d'un développement des États africains. Le gouvernement togolais, qui a toujours fait de la paix son cheval de bataille, entretient depuis 30 ans des relations exemplaires avec l'UNREC, dont les objectifs visent un monde plus humaniste et plus solidaire. Aujourd'hui, plus que jamais, la situation sécuritaire actuelle dans notre sous-région nous recommande plus de rigueur dans la mise en œuvre de nos politiques liées au contrôle des armes légères et de petit calibre. Cette prise de conscience doit nous amener à juguler le phénomène de la criminalité transfrontalière et à lutter efficacement contre le terrorisme. Avec ses 30 ans d'expérience, le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique compte tout mettre en œuvre afin d'apporter sa contribution à la lutte antiterroriste à travers ce projet Wilton Park qui a reçu l'accompagnement de l'Union européenne. Les armes, elles sont censées nous mettre en sécurité et mettre à l'abri des actes des menaces de tout genre. Mais la question de la gestion et de contrôle de ces outils est de plus en plus préoccupante vu les conflits armés et les actes terroristes commis ça et là sur le continent noir et dans le reste du monde. Alors la problématique de la prolifération des armes légères et de petit calibre et surtout les mesures envisagées pour freiner le phénomène, les réponses se trouvent dans ce dossier réalisé par Gérard Lagoudou et Prudence Zinsou. Plus de 875 millions d'armes légères et de petit calibre sont éparpillées aujourd'hui aux 4 coins de la planète. L'Afrique, elle seule, en comptabilise quelques 100 millions avec des conséquences dévastatrices. 90% des victimes de guerre sont tuées par ces armes légères. Des chiffres publiés par le GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. La surabondance de ce type d'armement continue d'avoir des effets négatifs et déstabilisateurs pour le développement.
Elle favorise une criminalité sans cesse plus violente dans la sous-région ouest-africaine avec à la clé des attaques terroristes. La mise en place d'un système efficace de gestion et de contrôle de ces armes reste un véritable défi pour le continent africain, notamment dans la région du Sahel. On a eu différents événements. Et le résultat c'est quoi? C'est que les gens ont pu avoir accès facilement au stock d'armes, à les piller. Les armes sont sorties et on ne sait pas qui a fait quoi, où sont parties ces armes. Mais le résultat pour nous c'est quoi? C'est qu'il y a un constat, c'est que la sécurité n'est pas assurée pour la gestion des stocks selon les normes internationales. Qu'est-ce que ce stock-là contient? La Mauritanie a mis en place une stratégie qui a donné ses fruits. En effet, Dieu merci, nous n'avons plus enregistré d'attentats terroristiques et nous avons pu sécuriser nos frontières, ce qui a permis à nos voisins de se sentir à la sécurité parce que nous sommes quand même sur la ligne de front. On est frontalier avec le nord du Mali qui, vous n'êtes pas sans savoir, connaît des difficultés d'insécurité qui sont dues à l'éclatement de la Libye et à la déliquescence de l'état de la Libye, mais je crois que notre stratégie a donné ses fruits. Plusieurs initiatives ont été prises par les États africains pour freiner la prolifération des armes légères et de petit calibre, certes, mais des efforts restent encore à faire en termes d'engagement. Le dernier attentat terroriste en date qui suscite de nouvelles réflexions est celui de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Face à cette situation, les gouvernants et la société civile ont donc l'obligation de prendre des mesures adéquates, bien sûr, avec l'implication des populations. Quand il s'agit d'éradiquer, c'est le rôle de la société civile, c'est un rôle communautaire. Parce qu'il s'agit d'un rôle de sensibilisation, il s'agit d'un rôle de conscientisation. Quand il s'agit maintenant de lutter, ça appelle la guerre et la lutte dans ce domaine appelle un arsenal législatif, d'où le rôle de l'État. L'État doit prendre des mesures dissuasives, il doit durcir son arsenal juridique pénal et civil contre les détentions illégales, encourager les gens à se démobiliser, à venir d'eux-mêmes pour détruire les stocks détenus illégalement, leur créer le cadre, n'est-ce pas, de traçabilité, de marquage pour les armes légères. Le jour où un étranger qui arrive dans notre village, dans notre commune, dans notre hameau, dans notre canton, est sûr tout de suite qui il est, où est-ce qu'il a quitté, qu'est-ce qu'il veut. Le jour où chacun de nous se convainc de faire ce travail contre rien pour notre propre sécurité, ça va changer. Avec le projet Wilton Park, piloté par le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, la sécurité, la gestion du stock d'armes et même leur marquage et traçabilité seront désormais plus rigoureux pour réduire sensiblement ce fléau et contribuer ainsi à la stabilité du continent africain. La sécurité aéroportuaire est tout aussi importante et pour cela, les pays de l'espace UEMOA et la Mauritanie ont opté pour 0 accident dans le secteur aérien. Pour y parvenir, ils misent sur l'inspection systématique et méticuleuse des avions, raison d'une formation initiée à l'endroit d'inspecteurs des autorités de l'aviation civile. Le compte rendu avec Charlotte Moussimet. L'article 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale donne droit aux États de fouiller les aéronefs d'autres pays à leur atterrissage comme à leur décollage, ainsi que d'inspecter les certificats et autres documents prescrits par la Convention et ses annexes, à condition que cela n'ait pas pour effet de retarder indûment la compagnie. Quel point faut-il donc contrôler sur un avion? L'harmonisation des procédures et des techniques d'inspection s'avère donc nécessaire. Il faut en amont anticiper sur les risques, les facteurs accidentogènes. Alors, cette formation qui regroupe l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA plus la Mauritanie va amener nos inspecteurs en navigabilité pour voir qu'est-ce qu'il faut aller regarder sur les avions pour être sûr que ces avions répondent aux normes de sûreté et de sécurité, surtout de sécurité. Nous avons opté pour 0 accident d'avion depuis 2002. Aucun pays n'est à l'abri d'un accident, mais il faut mettre toutes les chances de notre côté. Ces inspecteurs vont se familiariser avec les techniques SAFA, c'est-à-dire les contrôles et évaluations des aéronefs étrangers fréquentant les aéroports de l'Union, des procédures internationalement reconnues. Ils seront particulièrement toute l'organisation d'une inspection au sol,
la préparation d'une inspection, le relevé des écarts, le suivi des écarts, les actions correctives qui doivent être prises sur les avions, la base légale, le programme de l'EASA, le programme de l'OACI, le programme USOAP qui est bien connu en Afrique. Et on va voir en détail les 53 items d'inspection que l'on contrôle sur un avion quand on fait une inspection au sol. La mise en œuvre d'un programme d'inspection SAFA dans chacun des États de l'UEMOA apportera une réponse aux conclusions des audits de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile que l'OACI a effectué dans la plupart des États membres de l'UEMOA pour corriger les carences relevées en matière de sûreté dans l'espace communautaire. Session de formation également pour les cadres de la météorologie de 5 pays d'Afrique. Les changements climatiques ayant complètement déréglé les différentes saisons, il leur était nécessaire de maîtriser les nouveaux caprices du temps pour prévoir de nouvelles saisons, surtout pour les agriculteurs. Nous retrouvons Charlotte Moussimet. Le retard des saisons et l'irrégularité des pluies influencent le rendement agricole et ne facilitent pas la planification et les prises de décision. Conséquence de ces aléas climatiques, l'insécurité alimentaire, les épidémies entre autres. Et les pays du Golfe de Guinée ne sont pas épargnés. Pour pallier ces aléas climatiques, ils ont développé un outil permettant la résilience au changement climatique. Il s'agit de la prévision saisonnière. Cette rencontre régionale veut donc renforcer les capacités de ces cadres de la météorologie pour mieux caractériser et prévoir les risques agroalimentaires. Prévision saisonnière pour les pays du Golfe de Guinée qui se déroule généralement à mi-mars a pour objectif donc d'élaborer des prévisions sur les caractéristiques de la saison des pluies, à savoir les dates probables de début de la saison, les dates probables de fin de la saison et éventuellement les séquences sèches qui peuvent intervenir en cours de la saison. Tout ceci pour aider les agriculteurs justement à mieux planifier leurs activités. Il faut pouvoir donner de bonnes informations à nos agriculteurs pour qu'ils puissent faire de bons rendements dans leur culture. Alors pendant une semaine, ils vont vraiment réfléchir sur les moyens, les voies et les moyens pour améliorer cette prévision météo pour le grand bien des agriculteurs, aussi bien aussi que pour les pilotes et les voyageurs. Finalité de l'exercice, permettre aux décideurs et aux différents acteurs du secteur de l'agriculture de prendre des dispositions idoines par rapport aux pratiques culturelles. Ceci pour garantir la sécurité alimentaire pour laquelle les différents pays de la sous-région s'investissent à travers toute une panoplie de mesures. Journée de formation également pour les magistrats des tribunaux d'Apaon, Kara et Sokodé de première instance. Pour 5 jours, ils iront à l'école des nouvelles technologies de l'information et de la communication, un outil indispensable à l'ère du tout numérique. Nous écoutons la directrice du centre de formation des professionnels de justice nous en dire plus au micro de Nathalie Panégué. L'intérêt de cette formation, c'est de renforcer les capacités des magistrats ciblés par cette session de formation en informatique. Et ces magistrats, ce sont ceux qui sont issus des tribunaux de deuxième classe du ressort de la Cour d'appel de Kara, à savoir le tribunal de Sokodé, d'Apaon et de Kara. Donc ils sont là pour être initiés à l'informatique et ainsi renforcer leurs capacités techniques dans ce domaine qui est la maîtrise de l'outil informatique. L'Internet change beaucoup de choses. Vous savez qu'à travers cet outil, on peut faire des recherches dans le domaine juridique pour le droit comparé et aussi pour le droit national. Et donc l'usage de l'Internet est incontournable pour tout juriste et à plus forte raison pour un magistrat. Donc à travers l'Internet, on peut avoir accès à la jurisprudence des autres pays et même à la jurisprudence de son propre pays. L'Assemblée nationale vient d'adopter une loi portant liberté d'accès
à l'information et à la documentation publique. Fini donc les difficultés pour la presse de recueillir des informations nécessaires pour son fonctionnement et les citoyens eux aussi peuvent désormais se référer aux institutions en temps réel pour satisfaire leurs préoccupations et sujets de recherche. Et quelques jours après cette adoption, certains acteurs se prononcent sur le sujet au micro de Désiré Dabouvi et Aimé Abel. L'adoption de la loi portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publique est une avancée majeure dans la promotion des libertés. Les institutions de l'État, les départements ministériels, les administrations vont s'ouvrir plus aux citoyens et aux médias, une démarche constitutionnelle qui répond également aux recommandations des États généraux de la presse. Cette adoption est donc la bienvenue et ensuite, après adoption, le souhait, c'est de voir rapidement le décret d'application. Et après le décret d'application, c'est de voir aussi les commis de l'État s'approprier le texte à proprement parler pour que dans l'application même de cette loi, que les journalistes puissent avoir accès à l'information publique sans problème. Cette loi ne concerne pas que les hommes de médias. C'est un accès aussi facilité, garanti aux citoyens pour avoir accès à la documentation publique. Il ne faut pas qu'il y ait un test, mais que derrière nous ayons toujours autant de difficultés, parce qu'aujourd'hui c'est le cas, autant de difficultés à avoir accès à des informations qui sont censées être publiques. Il faut que tout le monde joue le jeu et puis que ceux qui sont détenteurs de ces informations nous facilitent la tâche. J'espère qu'il y a une possibilité de sanctionner ceux qui auront la mauvaise idée de faire de la rétention d'informations et que si c'est le cas, il y a une possibilité de les sanctionner. Le Togo s'adapte au défi de la mondialisation qui exige plus de transparence dans la gouvernance et plus d'ouverture sur le monde, ce qui s'est déjà concrétisé par la dotation de la quasi-totalité des départements ministériels de portails électroniques dans l'esprit de la réforme et de la modernisation de l'administration publique. Tout ceci vient d'être renforcé par la présente loi. Et donc, l'on peut espérer que c'est bientôt fini l'épopée des rumeurs et de la désinformation. Et c'est en même temps une joie, mais c'est une pression professionnelle sur les journalistes pour qu'ils sachent quand même que si tout ça là est adopté, nous avons le devoir de jouer notre partition, d'être professionnels. De faire en sorte que le travail, le produit que nous sortons soit un produit fini professionnel, un produit fini qui participe à l'ancrage de la démocratie, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, mais aussi des libertés publiques. Toujours dans la suite logique des États généraux de la presse, les différents acteurs espèrent que d'autres préoccupations seront prises en compte par le gouvernement, notamment le relèvement de l'aide de l'État, l'accentuation des formations, la détasse sur l'approvisionnement en intrants pour la production et la diffusion de l'information. Santé à présent, les préfectures de la COSA de Bassar et récemment de Saint-Cassé, où des cas de méningite ont été détectés, vont bien bénéficier d'une campagne de vaccination gratuite à partir du 17 mars. Une action qui sera possible grâce à l'important lot de médicaments offerts par le gouvernement égyptien et réceptionné ce lundi par le ministre en charge de la Santé. Le compte-rendu de la cérémonie avec Kwasi Glé et Ramdan Bassina. Médicaments et de consommables destinés à la lutte contre la méningite au Togo. Une solidarité manifestée par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement. Ce don qui vient à point nommé à la veille d'une nouvelle campagne de sensibilisation et de vaccination contre cette maladie est composé de produits pharmaceutiques, de seringues, d'antibiotiques et d'autres, le tout évalué à environ 40 millions de francs CFA. Les relations entre l'Égypte et le Togo, c'est des relations historiques, de coopération historique pendant l'année 60. On a accordé beaucoup de choses pour améliorer les relations, la coopération dans le domaine de la santé et en espérant de plus en plus de coopération dans l'approche à venir dans plusieurs domaines. Cette action de l'Égypte vient appuyer les efforts du gouvernement togolais. Une coopération agissante saluée ici par le ministre de la Santé. Il y avait des besoins en médicaments, ce qui permettrait de traiter les malades, par des antibiotiques et par d'autres produits d'accompagnement. Et on est heureux de constater qu'en cette période-là difficile, nos amis égyptiens ont fait preuve de solidarité parce qu'ils nous ont approchés pour nous demander, mais dans ces circonstances-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et nous avons établi une liste de besoins et vous voyez la promptitude avec laquelle nos amis ont répondu à notre appel. Donc c'est le lieu de remercier nos amis égyptiens
les remerciements sont du chef de l'État, sont du chef du gouvernement, sont du peuple togolais, à l'endroit du chef de l'État, du gouvernement, de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, et de tout le peuple égyptien. Le ministre de la Santé promet qu'un bon usage sera fait de ces produits. La nouvelle campagne démarre le 17 mars dans le Septentrion. En dehors du domaine de la santé, la coopération entre le Caire et Lomé s'est renforcée ces derniers temps dans d'autres secteurs au bénéfice des populations des deux pays. Et toujours dans l'actualité sanitaire, je vous donne lecture de ce communiqué du ministre en charge de la santé et de la protection sociale. Au cours de la semaine du 7 au 11 mars 2016, le district de Loti a notifié 2 cas de fièvre hémorragique de Lassa. La fièvre de Lassa est une maladie aiguë, virale, transmise à l'homme par des rats, dont les urines ou les excréments ont contaminé des aliments ou des articles ménagers. Le virus peut aussi se transmettre d'homme à homme par contact direct avec le sang, l'urine, les excréments, les vomissures ou autres sécrétions biologiques d'une personne malade. La fièvre à virus Lassa se manifeste chez l'homme par une fièvre, des maux de tête, des maux de gorge, une toux, des nausées, des vomissements, une diarrhée, des douleurs musculaires, des douleurs thoraciques, des saignements et ayant des antécédents de contact avec des excrétas de rongeurs ou avec un cas confirmé de fièvre de Lassa. La fièvre à virus Lassa est guérissable. Plus tôt le malade est amené au centre de santé, plus il a la chance de guérir. La fièvre à virus de Lassa peut être évitée en adoptant les mesures simples telles que se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, ne pas toucher ni transporter le corps de personnes mortes de fièvre de Lassa ou de cause inconnue. Éviter que les rongeurs pénètrent dans les habitations. Conserver les céréales et plus généralement les denrées alimentaires dans des contenants résistants aux rongeurs. Éliminer les ordures loin des habitations. Maintenir la propreté à l'intérieur des habitations. Éviter la consommation et la manipulation des rongeurs. Éviter tout contact avec le sang et autres liquides biologiques d'un malade. Informer le centre de santé le plus proche devant toute personne présentant les signes de la maladie. Et pour plus d'informations, appelez le numéro vert, le 111. C'est un appel gratuit. Le ministre de la Santé exhorte la population à ne pas céder à la panique et au respect scrupuleux de ces mesures déjà citées. Et l'autre actualité nous amène en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est sous le choc au lendemain de l'attaque djihadiste contre la station balnéaire de Grand Bassam. Il aura fallu plusieurs heures aux forces de sécurité ivoiriennes pour neutraliser le commando terroriste. Le bilan s'élève aujourd'hui à 18 morts. Depuis hier, ne circulent plus sur cette plage de Grand Bassam que des patrouilles de policiers et quelques badauds venus se rendre compte par eux-mêmes du drame qui s'est déroulé ici. C'est là qu'ils ont pété le cerveau d'un monsieur qui était assis ici, qui mangeait tranquillement avec sa femme. Malgré les témoignages, difficile d'imaginer 24 heures après la quiétude qui régnait ici avant l'attaque. Le rivage tranquille de cette station balnéaire, fréquentée par des centaines de touristes occidentaux ou africains et des Ivoiriens venus profiter du soleil. En l'espace de quelques minutes, le terrorisme aveugle et sanglant a débarqué sur ce rivage. 12h30, la caméra de surveillance de cet hôtel enregistre les premiers coups de feu. Tandis que ces vacanciers tentent de se cacher, on aperçoit l'un des terroristes. Dans les rues, des familles apeurées s'enfuient mettre les enfants à l'abri, laissant derrière eux la plage. Là-bas, la tuerie est en cours. C'est par là il a commencé à tirer. Là. Okay. C'est par là il a commencé à tirer. Armés de kalachnikov ou d'armes de poing et de ceintures de grenades, les 3 assaillants qui ont investi la plage se dirigent vers les hôtels.
Ils tirent indifféremment sur toute personne à portée de vue. On ne sait pas tout juste ce qui s'est passé. Ils tiraient dans l'eau, ils tiraient dans n'importe quel sens. Il y a d'autres personnes qui se sont couchées à terre, mais ils ont commencé à les arroser. Et puis il y a d'autres personnes qui nageaient, ils ont commencé à tirer sur eux. Une fois sur place, les forces spéciales ivoiriennes neutralisent rapidement les terroristes. Mais selon un dernier bilan, 15 civils ont perdu la vie. Il a tiré une balle dans la tête. Il a tiré une balle dans la tête, il a dit Allah Akbar. C'est là ils ont su que c'était vraiment des terroristes. Et vraiment, on n'a jamais pensé que ça allait se passer. Parmi les victimes, une dizaine d'Africains et au moins 4 Européens. 3 membres des forces spéciales ont aussi été tués. Les blessés, plus d'une trentaine, ont été transportés à l'hôpital et un numéro vert a été mis en place pour les familles. Et les 4 Européens tués seraient des Français, selon un communiqué de l'Élysée. Le gouvernement ivoirien a décrété un deuil national de 3 jours. Retour en page nationale pour vous annoncer l'entrée dans la musique gospel de l'artiste togolais Khalif. Il vient de mettre au public, de mettre donc sur le marché son nouvel album de prière, de recueillement et d'adoration dénommé Mon Parcours. Kwasiglé et Ramdan Bassina nous font découvrir ce nouveau bébé musical. Je pleurais ta grâce, ta bénédiction, ignorant tes œuvres sont là, et plein d'options. Mon parcours, c'est le titre de tout premier album gospel de Khalif. Un album de 10 titres qui marque son entrée sur la scène musicale du gospel. Baba God, N'abandonne jamais et Lolo, Godwin sont entre autres titres par lesquels l'artiste Mon parcours dit beaucoup de choses puisque sur cet album il y a beaucoup de titres qui inspirent, titres de remerciements, de témoignages, d'invocations aussi, des louanges aussi qui sont dessus. C'est une chose géniale qui arrive dans la vie de l'homme. Ça n'arrive qu'une seule fois. Donc là, j'invite tout le monde à écouter Moïse et les prophètes. Ce qui s'est passé, c'était réellement passé. Ma prière de tous les jours, de chaque instant, c'est que ce qui s'est passé avec Khalif, dans la vie de Khalif, puisse arriver à quelqu'un aussi, pour qu'il puisse vraiment se souvenir de ce jour. Des mélodies toutes concoctées dans des rythmes variés, à savoir le reggae, l'afrobeat, le high life et le R&B. Aujourd'hui, sa consécration maintenant à Dieu, qui s'interprète par sa reconversion dans le domaine du gospel, je crois qu'elle est beaucoup appréciée parce que c'est un jeune qui a toujours fait preuve d'une certaine d'un charisme en fait qui lui a toujours donné cette place exceptionnelle parmi tant d'autres artistes togolais. De son vrai nom, Yao Dompe, Khalif, ambassadeur de la bonne nouvelle, invite de par ses chansons tout un chacun à se tourner vers Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et nous restons toujours en musique pour vous dire que l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé a vibré samedi au rythme de la musique traditionnelle. Un show live signé le roi de la musique togolaise, King Mensang, qui célébrait ainsi ses 20 ans de carrière et rendait également par la même occasion hommage à la femme célébrée un peu plus tôt le 8 mars. Le compte rendu de ce show avec Lucassi et Rachel Aoko. Mission accomplie. 20 ans de carrière et 10 ans de social célébrés ici sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé par le roi de la musique togolaise King Mensang.
Un spectacle live et gratuit pour rendre hommage à la femme, célébré chaque 8 mars dans le monde. De Majo à Sokei, King Messa a revisité son répertoire pour le plus grand plaisir de ses fans, visiblement conquis. J'ai senti Papa V King Messa qui fête aussi ses 20 ans, qui a donné le meilleur de lui-même. Et ça fait plus d'une année qu'on n'a plus vu en scène avec ce public charmant. Ce soir, Papa V a donné beaucoup de son tonux. La manière dont tout le monde était content, tout le monde a participé avec King Messa. On a dansé ensemble, King Messa aussi nous a fait beaucoup danser. Donc ça m'a beaucoup plu. Le King a été soutenu par ses pairs. L'artiste a 8 albums à son actif et un orphelinat. King Messa projette une tournée nationale dans le courant de cette année. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux de réhabilitation qui s'effectuent sur les ouvrages électriques de la ligne Atakpamé-Amlamé du 14 au 23 mars, la fourniture du courant électrique connaîtra des perturbations de jour comme de nuit dans les villes d'Atakpamé, Amlamé, Palimi et leurs localités environnantes. Comme toujours, la CET recommande que les appareils soient débranchés lorsqu'une coupure intervient et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients concernés par le désagrément et les remercie pour leur compréhension. Et c'est sur ce communiqué de la CET que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.